Une deuxième interrogation, et si le serviciel était à l'origine du renouveau de l'industrie automobile? J'ai envie de rajouter rien que ça. Et on va voir effectivement avec Bernard Julien, le directeur du GERPISA, qui est un économiste qui se passionne depuis de longues années pour ces problématiques, comment effectivement vous répondez à cette question. Alors, Bonjour à tous. Donc effectivement, on m'a demandé d'intervenir en introduction de cette table ronde, dont le titre n'a pas été choisi par moi. Et comme vous le voyez... Ah, vous avez rajouté des choses, vous, c'est ça. Voilà, j'ai sous-titré parce que, effectivement, la réponse était un peu incluse dans la question qui m'était posée. Et la réponse incluse implicitement ne me paraissait pas aller de soi. C'est-à-dire que derrière l'intitulé de la journée, derrière l'intitulé de cette table ronde, il peut y avoir, on peut craindre qu'il y ait une forme d'abandon du terrain industriel en exhibant le service comme une espèce d'alternative qui permettrait de zapper la question très lourde de crise, de l'emploi, de l'activité, des carrières qui se pose derrière cela. Donc il peut y avoir derrière une espèce d'enthousiasme un peu naïf pour les services, une forme d'abandon en race campagne des industries carbonées et de ces satanés ouvriers qui nous ennuient à réclamer des emplois et à éviter des plans de licenciement, en disant, bah, au fond, la richesse étant ailleurs désormais, il va falloir vous y faire. Hein. Et donc il y a une crainte assez fondée, me semble-t-il, que derrière cet intitulé-là, il y ait une forme de négation de la nécessité d'intégrer très explicitement la question industrielle et la question de la transition. Et évidemment, le fait même que cette réunion ait lieu à Rennes, qui était désignée dans le rapport Sartorius, qui n'a rien d'excellent, mais qui avait au moins identifié cela, le fait que Rennes était désigné comme le site de PSA le plus fragile, bah, n'est pas tout à fait fortuit dans le fait qu'aujourd'hui on s'intéresse tant à la mobilité et au service à Rennes peut-être. Ah, donc il y a, me semble-t-il, quelques raisons fondées de se méfier de la thématique ici. Et parmi les raisons qui me conduisaient à cette méfiance spontanée, il y a le fait que je suis très vieux, comme vous le voyez, et la question des services et de la nécessité de penser service au lieu de penser véhicule, quelle imbécilité de penser aux usines, de penser aux voitures, alors que d'évidence, il faut penser aux services de mobilité, c'est quelque chose qui est présent depuis que moi je traîne dans l'automobile. Hein, dans les années 90, vous avez eu à la tête de Ford un PDG qui s'appelait Nasser, dont le credo était très clairement celui-ci. Et il disait, nous sommes une industrie manufacturière vieillissante et moribonde, et il convient que nous devenions producteurs de services aux consommateurs. Demain, ce ne seront plus des voitures qui seront achetées, ce sera de la mobilité, et il faut tout de suite organiser cette mutation. Hein, et il s'est mis à racheter Speedy, il s'est mis à faire toute une série d'investissements assez aventureux, qui tous se sont soldés par une catastrophe économique assez extraordinaire. Hein, il y a raison de se méfier parce que ça ne va pas de soi du tout qu'on sache organiser cela. Et puis, il y a quand même, sur le plan plus macro, il y a quand même eu, hein, depuis 15 ans au moins, une espèce de tendance en Europe à considérer que les usines, le manufacturier, tous ces machins-là, c'était le passé. Hein, et qu'il s'agissait de laisser tout cela aux émergents qui allaient faire ça très bien, avec des petits-enfants qui ne sont pas très chers à payer, hein, et puis que nous, on allait se mettre à s'intéresser à la connaissance, à l'innovation, et que plutôt que des usines, il convenait d'avoir des super relations sciences-industrie, des technopoles dans tous les sens, etc., etc. Toutes choses qui n'ont pas été tout à fait pour rien dans l'abandon race-campagne de l'industrie, avec les dégâts industriels, les dégâts de balance commerciale, etc. Toutes choses qu'on a redécouvert tardivement avec la crise de 2008. Hein, et aujourd'hui, quand même, si on a un ministère du redressement productif, ce n'est pas uniquement pour trouver une place à un homme politique encombrant. Hein, c'est parce qu'il y a bien un problème industriel. Donc, hein, si je regarde avec ce regard un tout petit peu critique la thématique qui m'est proposée, je dirais un truc comme ça, hein, un flingue à huile électrique, parce que comme ils avaient une activité qui avait dégringolé à toute vitesse, il fallait leur donner un os à ronger
hein, et on leur a donné 10 000 électriques à fabriquer plutôt que 300 000 Clio. Voici, ben, on avait fermé Aulnay, il fallait les calmer un peu, on leur a dit, vous allez monter en gamme, comme ça, au lieu de fabriquer 300 000 bagnoles, demain, ils en fabriqueront 80 000. Hein. Et puis, bah, Rennes, bah, ils n'ont qu'à faire de la mobilité, puisqu'ils ne font plus de bagnoles. Hein. Et donc, si je suis syndicaliste à la Jeannet, que je vois 200 personnes qui viennent, je dis, bon, bah, ils vont s'en payer une bonne tranche sur notre dos, en imaginant que la Bretagne va s'en tirer ainsi. Donc, méfiance, pour ces raisons. Pourtant, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème industriel. Et ce problème étant persistant, il faut être à même de le poser. Il renvoie, on évoquait avec certains au petit déjeuner, hein, il renvoie au fait que bah, les consentements à payer pour la voiture neuve sont très faibles et qu'il y a un vrai problème de valeur qui met les constructeurs et l'ensemble de la chaîne de valeur dans une situation structurellement problématique. Hein, et il faut adresser cette question-là parce qu'elle est fondamentale. Elle est d'autant plus qu'en France, on a des hauts salaires, que l'Union européenne a été organisée comme un espace de mise en concurrence des salariés les uns contre les autres, qu'on s'est arrangé pour que les nouveaux États membres dans l'Union européenne soient des nouveaux États membres, mais pas de nouveaux marchés. Hein, on a organisé l'équipement des ménages est-européens en véhicules d'occasion, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de débouché pour les usines et tout ça. Ah, donc on a une situation industrielle qui est hautement problématique et qui va le demeurer. La balance commerciale automobile est devenue déficitaire en 2008. Elle n'a cessé d'enregistrer des déficits plus forts depuis. Les productions qu'on va avoir en février là, pour l'automobile française sont des productions qui sont en déclin continu. Hein, on s'était dit qu'on allait avoir stabilisation autour de 2 millions. Maintenant, on est en train de se demander comment est-ce qu'on va organiser un site France aux alentours d'1,7 million. Hein, donc, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et il faut implicitement que lorsque nous réfléchissons sur les mobilités, nous ayons cela en tête. Et en même temps, la mobilité, eh bien, ça continue d'être un problème. La mobilité automobile en particulier, elle continue d'être ultra dominante. Simplement, cette mobilité qui passe par l'automobile, en Bretagne en particulier, eh bien, elle se fait avec des dépenses qui pèsent lourd dans le budget des ménages, qui pèsent 14 points de budget des ménages, mais qui ne servent à rien ou à pas grand-chose à l'industrie, sinon à précipiter sa crise. Pourquoi? Parce que les ménages s'équipent de véhicules qui sont des véhicules d'occasion pour l'essentiel, que leur mobilité, ils la gèrent dans des enveloppes tellement contraintes que ce sont les garagistes plutôt que les constructeurs, ce sont les pétroliers plutôt que les industriels, c'est évidemment la taxe sur les produits pétroliers plutôt que l'industrie qui bénéficie de cela. Tout ceci pour un service, et c'est là qu'est le problème bien sûr, tout ceci pour un service de mobilité qui a des aspects satisfaisants, mais qui pose toute une série de problèmes qu'on a identifiés bien sûr depuis longtemps, hein, qui sont des problèmes écologiques, mais qui sont aussi des problèmes économiques parce que ça coûte très cher aux ménages et que la qualité du service rendu par l'automobile, parce que ce sont des voitures anciennes, mal entretenues, elle est problématique, avec toute une série d'exclusions de la mobilité par l'automobile, parce que c'est tellement cher à entretenir qu'il y a un moment où il y a des ménages qui ne peuvent pas réparer, et puisqu'ils ne peuvent pas réparer, hein, eh bien, ils renoncent à l'emploi qui se présentait à eux. On a des ménages qui ne peuvent plus assurer, hein, et hein, on a par conséquent toute une série de questions de mobilité qu'il faut connecter avec la question industrielle, et c'est là qu'est toute la difficulté. Alors, j'avais prévu, mais je suis déjà trop long. Un petit peu. 5-6 minutes encore, c'est possible? Oui, voilà. J'avais prévu d'en rajouter une couche sur ma méfiance, et j'avais fait un truc rigolo, que je trouvais rigolo, je me suis bien amusé, qui consistait à dire, bon, il y a une illusion servicielle, et on peut la singer un petit peu en disant, bah, le service, c'est un truc qui ressemble à s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche de Marie-Antoinette. Et on peut le décliner à plein de niveaux, en disant, bah, s'ils n'ont pas d'industrie qui fasse des services, l'industrie, rappelons-nous de cela quand même, l'industrie, c'était une machine à intégrer socialement des gens qui n'avaient pas des qualifications extraordinaires. C'était une manière d'offrir de la carrière à des gens qui venaient du sous-emploi rural dans le département du Ille-et-Vilaine. Comment on va régler ces questions d'intégration sociale si on n'a pas ça? Est-ce que le service peut faire ça? Si oui, à quelles conditions? Voilà des questions qui me paraissaient opportunes de poser. Et puis, évidemment, s'agissant des services de mobilité, je
m'excuse, mais quand il s'agit de trouver des taxis en descendant de son TGV première classe, ben on ne règle pas les questions de l'accès social à la mobilité, qui sont des questions structurantes, hein, pour l'accès à l'emploi des populations, par exemple. Donc il y a des questions qui sont de savoir quel type de service on va développer, et si oui ou non, ces services de mobilité que l'on va développer, ils correspondent ou non aux cibles qu'il convient de privilégier si on veut que les questions les plus problématiques de mobilité soient adressées correctement. Et puis évidemment, hein, derrière cela, il y a des problèmes politiques. Hein, si je suis interrogé sur ces questions-là, comme c'était le cas récemment par la Fédération européenne de la métallurgie, ils vont me dire, bon, derrière tous ces machins-là, il y a quand même une manière de se repasser la patate chaude de la crise industrielle, de l'État vers les régions, de la régulation vers les communautés ou je ne sais. Hein, et puis, ben, au fond, hein, on se dit, ben, puisqu'on ne veut plus financer des transports publics, on n'a qu'à laisser des communautés bricoler des pratiques qui seront tellement extraordinaires. Donc tout ceci incite à dire, bon, il faut être vigilant. Alors, ça me permet de mettre le doigt sur un problème qui, dans la logorée administrativo-politique, si vous voulez, s'appelle aujourd'hui le problème d'inclusivité. Le problème d'inclusivité, c'est quoi? Ben, c'est la question de savoir si les innovations que l'on promeut, elles s'adressent à des élites du 7e arrondissement de Paris ou bien à l'ensemble de la population. Est-ce que les services numérisés, ils ont des chances de se présenter comme convaincants ou accessibles aux populations qui ont des problèmes de mobilité à régler, qui ont les problèmes les plus criants de mobilité? Mais c'est aussi, ce problème d'inclusivité, c'est aussi la question de savoir si les populations fragilisées dans leur emploi, les entreprises fragilisées dans leur activité, les territoires fragilisés, ben, vont pouvoir en être ou non. Hein, c'est la question que finalement je pose depuis le début. Et je crois qu'effectivement, dans la manière de penser les services, il faut avoir cette exigence d'inclusivité en tête, surtout quand on a une activité industrielle en déclin, surtout quand on a une très forte dépendance à la mobilité automobile de populations qui vivent un peu difficilement le fait que leurs abattoirs de poulets ferment, par exemple. Donc, il y a effectivement nécessité de connecter tout cela. Et ça n'est pas impossible, et c'est par cela que je vais terminer, ça n'est pas impossible parce que, effectivement, on a derrière Bretagne Mobilité Augmentée ou derrière Véhicule Vert Breton, ben, une forme implicite de promotion d'un modèle alternatif. Alors je vais terminer par cela en disant, bon, au fond, le modèle de mobilité avec lequel nous vivons est le modèle de mobilité qui fait problème à tout niveau, si vous voulez. C'est un modèle dans lequel, je l'ai dit, les industriels de l'automobile ont du mal à survivre, mais c'est un modèle aussi qui est problématique écologiquement et problématique socialement. Ce modèle, c'est un modèle que j'appelle un modèle de gestion extensive des parcs. C'est-à-dire que la mobilité, elle est couverte avec un parc extrêmement important, donc extrêmement encombrant, avec une très forte emprise au sol, utilisé très peu et qui génère, comme je l'ai indiqué, très peu d'activité pour les industriels. Hein, donc de la même manière qu'on parlait d'agriculture extensive lorsqu'il fallait beaucoup d'hectares pour produire quelques quintaux, bah là, on a un parc qui est très important, très hétérogène et très mal entretenu, qui rend un service qui est d'une qualité d'autant plus médiocre, je dirais, que la congestion est liée à ce parc. L'emprise au sol, c'est quoi? Ben, c'est le fait qu'il faut beaucoup de places de parking et beaucoup de routes pour faire rouler tout ça. Et évidemment, ça pose toute une série de problèmes qui sont implicitement ceux qu'on essaye d'adresser, comme on dirait en anglais, dans les contextes aujourd'hui. Alors j'ai essayé de faire un tableau qui dit cela. La gestion des parcs dominantes aujourd'hui, elle renvoie à des émissions élevées, elle renvoie à une emprise au sol qui est forte, elle renvoie aussi, et peut-être surtout, à un progrès technique qui fatalement va être très lent et se diffuser très lentement, parce que la part des 38 millions de voitures qui circulent, que l'on renouvelle chaque année avec les 1,7 million d'IMAT qu'on a, va forcément se diffuser très lentement. Et en plus, il va se diffuser d'abord
en direction des populations qui peuvent se payer des voitures neuves, qui sont des toutes petites minorités de ménages riches et vieux, alors que les problèmes concernent l'ensemble de la population. Donc on a un modèle qui est hautement problématique pour toutes ces raisons-là, et qui a un déficit très notoire de ce que j'appelle la gouvernabilité. La gouvernabilité, c'est le fait qu'on ne sait pas réguler cela. Rappelez-vous, la taxe carbone, par exemple. Vous mettez une taxe carbone. Et ça veut dire que plus votre bagnole va consommer, plus ça va être un problème. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que qui a des bagnoles qui émettent beaucoup? Qui a des bagnoles qui consomment beaucoup? Ceux qui ne peuvent pas se payer des voitures. Je ne peux pas payer une Yaris hybride si je suis habitué à acheter des VO à 500 €. Donc, je vais être taxé. Donc, la mesure ne va pas pouvoir être prise pour ces raisons. A l'inverse, ceux qu'avec le partage, par exemple, on imagine, c'est un modèle qui a les caractéristiques symétriques. Un modèle dans lequel on aurait un parc beaucoup plus limité qui rendrait en gros le même service. Mais pour cela, eh bien, il faudrait qu'on le partage davantage. Et quand on réfléchit à ce modèle-là, on s'aperçoit que, du point de vue industriel, les opportunités d'affaires qui y sont associées ne sont pas forcément inférieures, elles ne sont pas forcément problématiques pour l'emploi, elles sont probablement différentes. Alors, j'avais des transparents qui essayaient d'illustrer ça, mais... On pourra peut-être vous faire passer, je me tourne vers les organisateurs, on pourra transmettre l'intégralité des chiffres. Je vous ai fait une petite simulation très bête. Là, on ne va pas avoir le temps. On va pas avoir le temps. 2 chiffres alors, qu'il faut retenir là-dessus. Aujourd'hui, on immatricule chaque année 2 millions de bagnoles pour entretenir un parc de 32 millions qui permet aux gens de couvrir des besoins que j'ai chiffrés à environ 360 milliards de kilomètres. Ça, c'est le modèle extensif. Un modèle intensif, ce serait quoi? Ce serait ça. Ce serait le fait que pour le même service, 360 milliards de kilomètres, je vais utiliser un parc 4 fois moins important qui roulerait 4 fois plus. Et si je raisonne sur ces bases-là, alors le besoin de renouvellement du parc auquel j'arrive est au moins équivalent à celui que j'avais antérieurement. Donc il n'est pas du tout certain que l'activité industrielle soit déclinante parce qu'on passerait d'un modèle à l'autre. Simplement, pour vous donner une idée de ce que j'avais en tête, si les véhicules sont partagés, il y a des chances que ce ne soient pas les ménages qui les achètent pour une part croissante. Par exemple, si on prend la Blue Car, comme ce n'est pas acheté par les ménages, il n'y a pas besoin de faire la danse du ventre aux ménages pour leur fourguer la cam. Donc il n'y a pas besoin de faire un design différent tous les 6 mois pour faire croire que le véhicule est nouveau. Il n'y a pas besoin de peindre la caisse parce que le fait qu'elle soit grise, ça ne va pas changer grand-chose sur la prestation assurée. Et tout d'un coup, vous avez des ingénieries, vous avez une industrie qui se trouve sollicitée, bien sûr, mais sollicitée pour toute autre chose que ce pourquoi on la sollicite depuis 50 ans dans l'automobile. Et cela, c'est le type de mise en cohérence d'ensemble des services à rendre par l'automobile avec le type d'innovation industrielle qu'il faut promouvoir, qu'il faudrait pouvoir développer. Avec, et je termine par là, avec en tête le fait que promouvoir l'innovation contre les populations exclues du mode de croissance précédent, c'est une erreur politique, c'est une erreur stratégique, et c'est le plus sûr moyen de ne pas organiser la transition. Par conséquent, l'exigence d'inclusivité, la mal nommée exigence d'inclusivité, est une exigence que l'on doit avoir en tête en permanence lorsque on cherche à innover dans des activités comme celle dont nous parlons. Merci de votre attention. Merci Bernard.